Yoram Salamon, bonjour. Vous Bonjour êtes Gab. journaliste à la radio israélienne Cannes en français, fondateur de l'iconique magazine online Roots Israël. Vous avez la responsabilité marketing d'un grand groupe d'assurance. Vous êtes également photographe et un artiste à la démarche singulière. Et sans en rajouter, vous avez une magnifique plume que nous pouvons découvrir dans ces textes que vous partagez régulièrement dans votre site internet. Le moins que l'on puisse dire pour vous présenter est votre goût pour l'éclectisme. Mais c'est l'artiste que Daniela Pinkstein a invité à l'exposition Jérusalem pour un instant, qui devait se tenir à l'Écuge le 9 juin et qui sera reportée à l'année prochaine, et on le comprend pourquoi. C'est donc cette facette qui nous intéresse plus particulièrement. D'où vous vient ce besoin de vous exprimer par la photographie ou l'art graphique, Yoram? Tout d'abord, bonjour Gad. Merci de m'accueillir dans cette interview. Ouais, ça me fait plaisir. Et puis, ça fait suite à d'autres choses, à cette expo qui n'a pas encore été faite, mais que j'espère pouvoir, quand le contexte nous le permettra, faire. Donc, pour répondre à la question, d'où me vient cet éclectisme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis. J'ai toujours, je pense que j'ai toujours, alors vous l'avez décrit, il y a une facette chez moi, la facette professionnelle, journaliste, marketing, et sont des métiers passion, hein, ça c'est une évidence. Et en même temps, il y a toute cette dimension artistique que j'ai mis du temps et à réaliser et à accepter parce que ça traînait chez moi depuis petit, je pense. Je dessinais, j'aimais la photo, j'aimais écrire déjà. Mais de là à ce que ça soit accepté par moi en tant que forme artistique et reconnue en tant que telle, ça a mis beaucoup plus de temps. Et il s'avère que j'ai toujours touché un peu à tout, sans comprendre pourquoi j'avais une capacité à savoir écrire, une capacité à savoir photographier, etc. Je pense que c'est des choses qu'on ne sait. Enfin voilà, il y a pas d'analyse là-dessus. Ça s'est toujours exprimé par différents canaux, qui a différentes sensibilités aussi. Et à quel moment il y a eu le déclic, l'envie de partager, l'envie de se sentir finalement légitime? Alors, la question de la légitimité, elle est intéressante parce que c'est vrai que, alors, il y a une date, il y a effectivement une date qui a un peu changé tout. J'ai fait mon alia il y a 10 ans, j'habite à Tel Aviv depuis 10 ans. Et avant d'être à Tel Aviv, je suis né en Israël, mais mes parents sont venus vivre en France quand j'étais vraiment petit. Et j'ai vécu à Lille. J'ai vécu à Lille une grosse partie de ma vie. Et enfin quelques années avant de partir de Lille, des amis à moi ont créé un bar conceptuel à Lille qui est devenu un peu la plaque tournante de tout ce qui est sortie artistique, culturelle à Lille, et m'ont demandé d'être en charge de la direction artistique justement de cet endroit. Et ça me collait plutôt bien, je faisais ça à côté, mais c'est quelque chose que j'aimais vraiment. Et donc j'avais créé un concept qui n'est pas tellement un concept, mais en tout cas, tous les 1 mois et demi, 2 mois, je présentais des nouveaux talents de cet endroit qui faisait une expo pendant 1 mois. Et voilà, et c'était devenu une institution à Lille, un vrai tremplin pour eux parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait, c'était connu. Et un jour, mon amie, donc la patronne, m'a dit, mais pourquoi toi, t'exposes pas? Je lui ai dit, mais exposer quoi? Moi, je suis pas un artiste, je suis un créatif, je suis un publicitaire, je suis tout ce que tu veux. Elle me dit, si, tu es un artiste. Et quoi? Elle dit, bah vas-y, crée, on te donne 1 mois et demi, 2 mois, et c'est toi qui fais ton expo. Et j'ai relevé le défi en me disant, allez, pourquoi pas? Parce que j'avais des choses à dire, exprimer, mais de là à les coucher. Et ça s'est fait. Et ça a été ma première expo qui s'est appelée 40 ans trop tard. C'était l'année des 40 ans de la Révolution de 68. Donc 40 ans trop tard, tard TART évidemment pour faire un petit jeu de mots subtil. Et c'était une reprise un peu des slogans de 68, mais en confrontation avec notre époque, voir ce qu'ils étaient devenus. Et donc j'avais fait un peu ce qu'on appelle des visual statements. J'avais fait un travail graphique avec à coup de gros slogans que je détournais et j'ai exposé et il y a eu un très bon retour et c'était ma première expo. Voilà, ça a été la date butoir de ma légitimité, on va dire, artistique.
J'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette série dans laquelle il y en a une qui me plaît beaucoup. J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas quoi, et qui graphiquement est très très belle en noir et blanc. Donc première exposition à Lille et premier titillement artistique, le sentiment de faire ce que vous avez peut-être rêvé de faire sans vraiment l'imaginer. Et puis ensuite, ce parcours se poursuit à Tel Aviv avec une première exposition à Tel Aviv. Et là aussi, c'est un moment important. C'est un moment important parce qu'effectivement, j'avais fait celle de 2008, donc à Lille, mais ça restait quand même un microcosme. C'était Lille, c'était un bar, même si ce bar était très connu à Lille, ça restait un réseau que je connaissais. Les gens venaient autant par curiosité pour la démarche artistique que pouvoir voir le directeur artistique de cet endroit se confronter à une démarche artistique aussi. Voilà, donc quand je suis. Alors évidemment, il y a eu un moment de fébrilité après ça où je me suis senti en me disant ah, ça y est, je suis un artiste, je peux y aller. Et en fait, la vérité, c'est que les années ont continué et j'ai eu d'autres choses. Et j'ai un peu. C'est pas que j'ai lâché l'affaire, mais un peu quand même. Et je suis arrivé en 2010 en Israël. Et la première année de mon alia, où j'étais directeur marketing d'un tour opérateur, bon, ça me titille encore. Et une de mes amies, Sandrine Cohen, à l'époque, qui me connaissait, qui avait vu ce que j'avais fait, et elle me dit, mais pourquoi tu ne réexposes pas? Et voilà, il y a un peu la même démarche que 3 ans plus tôt. Je dis, mais quoi, qu'est-ce que tu veux? En plus, je viens d'arriver, etc. Et elle dit, mais, et en plus, elle avait une agence d'événementiel à l'époque, et elle me dit, vas-y, là, donne-nous un délai. Et exactement dans la même trame que la première fois, et me voilà lancé sur un nouveau défi. Vous avez appelé les concepts futiles. Voilà, c'était les concepts futiles, le F entre parenthèses, c'était utile, futile. Et c'était ma première expo à Tel Aviv, donc dans la même idée de travail graphique que j'avais déjà préalablement faite en 2008, mais avec cette fois beaucoup plus centré sur le pays, puisque Oui, il y a des clins d'œil. ouais, il y a des clins d'œil, alors pas que, mais il y a pas mal de clins d'œil. Ça parle de politique, ça parle de société, ça parle aussi de choses du quotidien. Et c'est une série de 20-25 toiles que j'ai faites à l'époque et qui ont été exposées au container à Tel Aviv, à Yafo. Ça, voilà, ça a fonctionné aussi. J'ai eu un très bon retour. Il y a eu pas mal de monde qui est venu. J'ai eu des commandes. Et voilà. Et pareil, même fébrilité à ce moment-là en me disant, bon, bah, apparemment, ce que tu fais plaît, quoi. Donc, et en même temps, c'est quelque chose qui te parle. Donc, j'en étais content, quoi. J'en étais content. Désormais, à cette époque, vous vivez déjà en Israël et vous commencez à vous imprégner de cette atmosphère israélienne. Et il y a dans le travail que vous avez fait, celui qui me bouleverse encore, c'est celui lié à la Tachana Merkazit, cette série de photos extraordinaires, cette immersion dans cet univers un peu caché de la vie israélienne et de cette magnifique ville de Tel Aviv. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui vous a amené à ce travail? Ma situation n'est pas la même non plus parce que j'ai pas fait ce travail sur la Tachana Merkazit de manière anodine. Je l'ai fait parce que j'y ai vécu, tout simplement, que je suis arrivé et c'est ça le contraste et c'est certainement un des moments les plus durs et en même temps un des moments les plus formidables de ma vie parce que je suis arrivé en Israël et je l'ai toujours dit, j'ai fait une aliyah dorée. Je suis arrivé ici avec un boulot, je suis arrivé ici avec un vrai job, sans me rendre compte vraiment de la difficulté qui était de s'implanter en Israël et de le faire en plus en dehors de la sphère francophone. Donc forcément, mon travail artistique était un travail beaucoup plus superficiel. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et quand je suis arrivé à Tachana Merkazit, donc pour des raisons économiques, à l'époque financières, parce que effectivement c'était dur et que je passais un moment compliqué, c'était pas un choix, c'était une nécessité. J'ai pris un appartement dans un quartier de Tel Aviv qui était encore accessible pour moi à ce moment-là. Et voilà, et je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe dans ce quartier avec mes fils, des blancs au milieu d'un quartier black asiate. Donc forcément, on était un petit peu l'ovni dans ce quartier, tout simplement. Il y a très peu de Français, encore
blouses de blanc, etc. Et j'ai assisté à des scènes tous les jours, tous les jours, quand j'étais dans ce quartier, quand je m'y promenais, quand j'accompagnais mes enfants à l'école, j'assistais à des scènes qui me touchaient et j'ai commencé à les photographier tout simplement. Et là, je pense que c'est vraiment le début de ma démarche artistique parce que elle a été commandée par personne, à part parce qui me touchait à ce moment-là. Et c'est ce qui est ressorti en fait de tout ce travail parce que les photos après que j'ai publié ce texte et les photos que j'ai publiées un an après, vraiment, et après être sorti, la Tahana, ont touché beaucoup de monde à ce moment-là parce que justement, certainement, il y avait un regard qui avait. C'est pas, on va dire que la Tahana Merkazit n'est pas un sujet qui est très commandé en termes artistiques. Il y a peu de monde qui s'y intéresse, donc forcément, c'était un regard certainement assez inconnu. Et plus l'expérience, le fait que j'y ai habité, donc forcément avec l'expérience que j'ai décrite. Et ça a été vraiment, je pense, le début de ma prise de conscience artistique et le fait que je voulais vraiment, cette fois, ne plus jamais quitter cette voie et continuer à travailler et à utiliser ce regard, tout simplement. Vous dites de cette expérience qu'elle a été une rencontre avec les âmes invisibles. C'est très fort. Et ce commentaire, enfin, ce nom, quand j'ai publié ce texte, là, justement, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. Il y a quelqu'un, et alors je me souviens plus son nom, il faudrait que je le retrouve parce que ce nom, c'est lui qui l'a sorti à ce moment-là et qui avait mis un commentaire. Il avait dit, en fait, c'est les âmes invisibles que tu photographies. Et j'ai trouvé ça tellement juste que ça en est devenu le nom en fait de ce travail parce que c'est ce qui m'a poursuivi d'ailleurs de la Tahana Merkazit, mais après dans toutes les rencontres que j'ai faites et les textes que j'ai décrits ou photographiés, c'est des gens quand on se balade dans la rue et voilà qu'on ne voit pas ou auxquels on ne fait pas attention et pourtant tous ces gens-là sont chargés d'histoire comme chacun de nous et comme tout le peuple d'Israël l'est pour des raisons diverses, comme le sont toutes les communautés. C'est un peuple qui est empreint d'une histoire extrêmement chargée et chacun est empreint d'une histoire extrêmement chargée. Et j'étais à chaque fois surpris dans mes rencontres d'être en confrontation avec ça et ces âmes invisibles que tout à coup j'arrivais à discerner. Et c'est peut-être ça toute la quintessence, on va dire, de mon travail ou de ma démarche artistique, c'est de savoir les voir et d'en parler, quoi. Voilà. Alors, il y a une rencontre qui a suivi, c'est celle avec David Cohen, avec le chômeur, avec ce gardien de parking qui, elle aussi, a marqué votre parcours artistique. Alors, ça a été le déclencheur, lui, justement. Ça veut dire que le travail de la Tahana Merkazit, alors que je l'avais écrit et photographié pendant un an, enfin avant, je l'avais jamais publié. En plus, j'étais à ce moment-là dans la Tahana Merkazit, j'étais dans une perte de confiance quand même importante. J'avais pas forcément, je m'exprimais beaucoup du temps de Route Israël, mais à ce moment-là, j'avais pas forcément envie de prendre la parole. Donc, j'étais encore à ce moment-là quand j'ai rencontré, c'est un texte que j'ai écrit, et c'est une vraie histoire. J'allais au Victoire Cléomy avec ma trottinette. À l'entrée, on n'a pas voulu me laisser rentrer avec ma trottinette. On m'a dit, tu la mets ailleurs. Et j'ai trouvé ce parking à ce moment-là en faisant un peu le tour du quartier avec ce chômeur qui était là en talit et en téphiline, une scène complètement incongrue dans un parking poussiéreux, sale, dégueulasse. Et cette scène-là de lui au milieu de ça, en train de prier, et j'étais extrêmement touché par ce que je voyais. Et en gros, il m'a dit, il a compris tout de suite, mets ta trottinette là. Et alors, j'ai dit, j'en ai pas pour longtemps, je vais au Victoire. Il m'a dit, OK, pas de problème, je te la garde, mais tu reviens et tu mets les téphilines. Et sauf que moi, je suis pas religieux, pas pratiquant, en tout cas, et même si je suis identitairement je me sens très juif. Du coup, j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu et je les ai mises et ça m'a touché. Ça a généré quelque chose en moi et j'allais au boulot juste après et dans le train en allant au boulot, il fallait que j'écrive sur ça. Il fallait que j'écrive ce que je venais de vivre et plus les quelques photos que j'avais fait de lui et moi. Et ce texte que j'ai publié la première fois depuis je ne sais pas combien de temps a touché pas mal de gens et ça m'a redonné une confiance. Et du coup, c'est une semaine ou 10 jours après que j'ai publié ce texte sur la Tahana Merkazit où je me suis jamais attendu à ce que ce texte et ces photos fassent autant de buzz et tournent autant. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce chômeur, David Cohen, c'est mon déclencheur. C'est lui, avec, qu'on soit religieux ou pas religieux, il s'est passé quelque chose, quoi.
Ça a été une rencontre humaine et évidemment, comme souvent, ces rencontres se traduisent par une expression artistique qui exprime la force de ces rencontres. Alors, nous voilà donc, si j'ai bien compris, progressivement, cette quête s'exprime et finalement, vous vous trouvez. Et vous vous trouvez avec une posture d'artiste, une démarche artistique exprimée, moins complexée finalement. Et aujourd'hui, vous poursuivez ce travail au travers de la photo, au travers encore d'un travail graphique, au travers des mots. Comment vous la définiriez aujourd'hui, votre démarche? C'est ça qui a été un peu compliqué parce que j'étais ni que photographe, ni que écrivain. Je me suis jamais senti ni que photographe, ni que écrivain. Je fais beaucoup aussi de vidéos, et à chaque fois quand on me demande mais c'est quoi ton travail artistique, c'est très compliqué pour moi d'expliquer par quel canal je passe. C'est plus facile pour moi de dire et quand on me demande, je dis je photographie avec mon appareil et avec mon écriture les âmes invisibles. Voilà, c'est ce que je fais. Et c'est vrai, il n'y a pas de. Je crois que j'ai cette facilité, cette chance de pouvoir avoir une habilité à photographier, à écrire, à faire de la vidéo, à faire du graphisme, qui me permet aujourd'hui, tout ça réuni, de dégager une sensibilité et une approche artistique qui fait que voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie compréhension aujourd'hui de quelle est mon approche artistique. Peut-être dans 10 ans, ça sera autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que ce qui me motive et ce qui fait que je peux me revendiquer en tant qu'artiste, c'est ce regard que j'ai en fait. C'est ce regard, cette sensibilité que j'ai et qui me permet de parler de ces personnes ou de ces moments aussi. C'est pas forcément des personnes, de ces communautés, des gens en fait qui ont tous une souffrance. C'est ce que je retrouve ou une histoire particulière, quelque chose qu'on ne pourrait jamais saisir à l'œil nu ou sans s'y attarder un peu. Et voilà, c'est ça ma quête artistique aujourd'hui. Mais je pense que c'est également une démarche fondamentale que d'être, c'est une grande générosité finalement, que d'exprimer cette sensibilité-là. Vous dites, ce sont vos propres mots, il y a des moments de vie, de poésie que l'univers offre parfois à certains d'entre nous, qui au milieu du temps qui court, laissent leur regard se poser sur l'invisible. Quel beau credo. C'est cette phrase que j'ai écrite dans un de mes textes, et en fait, elle représente toute la démarche qui se passe chez moi et elle explique en fait que la chance que j'ai, mais comme n'importe quel artiste se découvre un talent et une sensibilité, c'est d'avoir cette capacité à voir ces scènes et à voir ces gens. Donc voilà, c'est ça. Je m'arrête un peu et ça s'offre à moi. Et de là, je suis comme un peintre ou j'écris avec mes mots et avec les photos. Voilà. Vous êtes aujourd'hui journaliste à Cannes en français. Vous avez également fait un travail formidable autour de podcasts. Et je crois que moi, je retrouve dans la narration et dans la tonalité des podcasts que vous proposez également cette profondeur, cette envie d'exprimer les choses différemment. C'est finalement le propre d'un artiste. Mizrahi. Impossible de parler de musique israélienne sans prononcer au moins une fois ce mot. Et pourtant, il fut un temps très long, où ce genre musical, comme la population qui l'a fait naître, fut marginalisé, voire censuré. Mais revenons un peu en arrière, en 1948 plus précisément. La victoire d'Israël dans la guerre d'indépendance qui l'oppose à ses voisins signe parallèlement le début de l'exode silencieux vers l'État hébreu de près d'1 million de juifs disséminés dans l'ensemble du monde arabe. C'est encore, c'est intéressant la radio, parce que la radio fait partie aussi des choses qui sont arrivées après le texte de la Tachana, parce que j'étais interviewé par Cannes à ce moment-là, et c'est suite à ça que on m'a proposé d'intervenir en tant que journaliste avec le bagage que j'avais derrière, évidemment, où j'avais déjà quand même traîné pas mal dans le journaliste, avec Rossi Israël, et du coup, oui, j'ai appris beaucoup à la radio, j'ai appris au contact, notamment de ma collègue, celle qui m'a beaucoup appris, Emmanuel Ada.
le temps, alors j'ai commencé le temps que je trouve un peu mon ton à la radio, les sujets que j'aimais, parce qu'il y a une grande liberté aussi de thématiques. Et puis peu à peu, j'ai commencé à me dire, mais c'est peut-être aussi un canal pour moi pour exprimer certaines choses et sur lesquelles j'avais pas mis le doigt encore. Et c'est vrai que j'ai commencé à travailler un petit peu sur non pas des interviews, mais des sujets que j'avais envie d'approfondir et qui effectivement, quand on les regarde et quand on regarde mon travail depuis le début de la Tahana et ce que j'exprime dans ces sujets, il y a un fil rouge. Parce que j'ai sorti justement des podcasts sur le rap, mais enfin sur la culture musicale israélienne, donc sur le rap, sur le Mizrahi, mais qui ne sont pas que des podcasts où on entend une playlist, mais qui racontent un peu l'histoire de ceux qui ont créé cette culture, qui en sont à l'origine et qui continuent à la perpétrer. Et dans ce regard que je porte, ça parle souvent aussi des mêmes choses, de peuples qui ont une histoire chargée, de souffrance, de pression parfois. Ça me rattrape, c'est comme ça me rattrape à chaque fois. Donc c'est une approche encore qui me permet de jeter un regard à ma façon, avec la manière dont j'ai envie de l'exprimer sur quelque chose qui me touche. Et après, bon, voilà, ça fait mouche ou ça fait pas mouche, mais je partage ça, oui, c'est sûr. Alors, avant de vous retrouver à Paris pour l'exposition Jérusalem à l'Écuge, qui sera programmée la saison prochaine, quels sont vos projets, Yoram? Alors, artistiquement, bon, je suis en pleine effervescence et d'édition, mais ça a toujours été le cas. Mais là, j'essaie justement de canaliser un peu tout ça. J'ai une expo qui était prévue aussi à Tel Aviv, qui est du coup reportée aussi parce qu'elle tombait en plein pendant le coronavirus, mais c'était justement sur cette première partie des âmes invisibles, donc la Tahana Merkazit. Et ce travail justement des âmes invisibles est un travail qui va se décomposer sur plusieurs séries photos et textes aussi que j'ai faites. Donc il y a la Tahana Merkazit, il y a aussi tout un travail que je suis en train d'élaborer sur ceux que j'appelle les Men in Black, les religieux et ultra-religieux. Orthodoxe, oui. Que je photographie beaucoup et par fascination. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui me fascine dans plein de choses et c'est ni positif ni négatif, c'est un fait, comme je pouvais photographier les gens à Takana. J'ai fait tout un travail aussi parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup le train et donc j'ai pas pu m'empêcher de photographier aussi tout ce que je voyais, enfin les scènes, etc. Ouais. Le train, c'est le peuple du silence parce que c'est tous ces gens qui ne parlent pas et qui sont fermés dans le train, mais qui sont aussi des sortes d'âmes invisibles. Alors, Yoram, merci de votre présence, de votre travail, de votre générosité. Et puis à très bientôt avec les Cuges sur des projets qui toucheront beaucoup de monde, je pense. Merci Gad et à très très bientôt. Merci. Au revoir.